Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de la revue. On va évoquer ce soir un thème important pour les années, les décennies à venir, le réchauffement climatique. Il y a sur ce plateau un scientifique, un prévisionniste de Météo France notamment, qui s'est intéressé à la montée des eaux qui serait l'une des conséquences de ce réchauffement climatique. Et est-ce que Martigues pourrait être concerné, voire la région autour de l'étang de Berre pourrait être concernée? Ce prévisionniste, c'est Jérôme Samboussy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes venu accompagné d'Antoinette Philippi. Vous représentez le CCFD Terre Solidaire. Dites-nous juste ce qu'est le CCFD. C'est la première ONG de développement, comité catholique contre la faim et pour le développement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et bienvenue. Le réchauffement climatique, avec parfois ses conséquences. On a tous en tête ce qui s'est passé à Nice et dans la région des Alpes-Maritimes il y a quelques jours. On va y venir, on va y consacrer un petit moment dans cette émission. Ce n'est pas le sujet principal. Le réchauffement climatique en lui-même et sa conséquence de montée des eaux. Il faut que d'abord scientifiquement, vous nous expliquez le mécanisme, monsieur Samboussy. Voilà, comment l'expliquer justement? Comment mettre des mots et des actions sur ces deux thèmes que sont le réchauffement climatique et la montée des eaux? Alors d'abord, le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? En fait, le climat à travers le temps a toujours changé en fait. Il y a toujours eu des variations qui sont dues en fait à des causes astronomiques qui fait que la température à la surface de la Terre a toujours varié. Ça, c'est à travers le temps. Mais il y a quelque chose de nouveau actuellement, notamment depuis le début de la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis les années 1850-1880. On note en fait une augmentation de température qui n'a rien à voir en rythme avec les changements de température qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire que l'industrialisation a accéléré ce réchauffement climatique? Alors, on a noté en fait dans les relevés, dans les moyennes qu'on faisait, une brusque augmentation des températures et on s'est posé la question en tant que scientifique à quoi c'était dû. Comme dans toute enquête, on avait un suspect principal et ce suspect principal, c'était les gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique qui est le principal gaz à effet de serre. Pourquoi? Eh bien, en fait, dès le 19e siècle, à travers des physiciens, notamment des physiciens français comme Fourier, eh bien, en fait, ils ont mis en évidence le rôle dans l'équilibre thermique à la surface de la Terre qu'avaient les gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'ils changeaient la température ambiante. Alors, les gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on croit, c'est quelque chose de naturel et de bénéfique. On parle toujours du gaz à effet de serre de manière négative. Oui. Et en fait, il faut savoir que les gaz à effet de serre, c'est quelque chose de positif dans un premier temps, parce que s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, on aurait non pas 15 degrés de température moyenne, mais moins 18 degrés, et la vie sur Terre ne serait pas possible. Donc, ils permettent de mitiger la température sur la Terre. Le problème, c'est quand il y a trop de gaz à effet de serre, c'est ça, la température augmente. Exactement. En fait, le problème, c'est pas les gaz à effet de serre, c'est l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, l'incidence maintenant sur la montée des eaux, justement. Alors, la concentration des gaz à effet de serre augmente, ça fait augmenter la température de surface, ça réchauffe les océans. Et par réchauffement des océans, principalement à cause de la dilatation due à l'augmentation de la température de l'océan, on a une montée des eaux. Mais il y a aussi d'autres phénomènes comme la fonte des glaciers et la fonte des calottes glaciaires. Alors quelles seraient éventuellement les régions du monde qui seraient touchées les premières dans les prochaines années? Pour quelle région du monde s'inquiète-t-on d'abord? Parce qu'on va parler de Martigues évidemment, mais je présume que les Seychelles, les Maldives, je crois, sont directement concernées. Alors, dans très peu de temps. Dès maintenant, elles sont concernées. Il ne faut pas parler là de l'avenir. Dans l'avenir, elles le seront encore plus, mais dès maintenant, elles sont concernées. C'est toutes les zones d'abord, comme vous l'avez dit, les îles qui ont très peu de relief, c'est-à-dire qui ont 1 ou 2 mètres d'altitude, mais également aussi toutes les zones de delta. Le delta, je pense au delta du Gange, au delta du Nil, toutes les zones à delta qui sont des zones très basses en fait, très peuplées parce qu'en général il y a des terres fertiles et donc ces zones-là sont particulièrement vulnérables. On parle éventuellement de 250 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines années. C'est un chiffre qui vous paraît juste? C'est un chiffre qu'on a du mal à évaluer précisément, mais c'est un chiffre qui, de par les populations, il y a à peu près 10% de la population mondiale qui vit sur les zones côtières potentiellement menacées. Oui. Et donc on pense que ces 10%-là, ça va encore augmenter avec l'accroissement de la concentration de la population sur la zone côtière, et donc ça risque d'augmenter encore. On va venir à l'exemple de Martigues, monsieur Samboussy, parce qu'il est aussi très intéressant. Madame Philippi,
Avec votre association Terre Solidaire, vous essayez d'anticiper justement ces changements climatiques et ces populations qui pourraient éventuellement aussi être touchées. Comment au quotidien doit-on et peut-on lutter individuellement contre une éventuelle aggravation de ce réchauffement climatique? Alors nous, c'est pas tout à fait individuellement, c'est plutôt collectivement. Oui, mais parce que l'union fait la force. Alors, oui. Le CCFD Terre Solidaire est donc une ONG et que nous avons des partenaires dans le Sud. Et c'est surtout ces partenaires-là qui nous disent être aux prises et sont aux prises en premier à ce genre de dérèglement climatique. Donc les populations sont déjà relativement informées et sensibilisées. Et travaillent déjà, voilà. Et les partenaires du Sud travaillent déjà là-dessus, font des plaidoyers et nous ont dit, mais il faut que vous soyez avec nous. Une petite pique au passage, enfin en tout cas une petite question polémique. Certains climato-sceptiques, par exemple, disent la planète a toujours réagi au fil des ères et des périodes. Pourquoi elle ne réagirait pas une nouvelle fois, elle ne s'adapterait pas une nouvelle fois dans cette nouvelle configuration? Que répondre à ces scientifiques-là? Alors moi je peux répondre en partie, c'est que l'augmentation de la température est telle que les conséquences vont être à un rythme qu'on n'a jamais connu. Et donc, l'adaptation de la nature et des populations à ce rythme inconnu, on se pose beaucoup de questions et il est très probable qu'on n'y arrivera pas si on ne fait rien. C'est-à-dire, vous nous dites que la Terre s'est toujours adaptée progressivement parce que tout ça avait changé, enfin le climat avait changé progressivement. Là, il y a une trop grande augmentation de la température moyenne et que la Terre ne pourra pas suivre aussi vite, quoi. Ben oui, pour vous donner un ordre d'idée, la température sur les 1400 dernières années, en fait, elle a fluctué aux alentours de 0,2-0,3 degrés en moyenne. Et là, d'un coup, on a déjà pris 1 degré dans le XXe siècle et on risque d'en prendre un second dans le XXIe siècle. L'objectif étant de maintenir donc à 2 degrés en moyenne d'augmentation moyenne des températures. C'est un objectif tenable, l'un ou l'autre? C'est relativement tenable, il faut que tout le monde s'y mette en fait, hein, c'est ça? Alors en fait, le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a fait des projections en fait. Et des projections en fonction des décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Si on ne fait rien, si on continue sur la lancée telle qu'on est maintenant, avec la même logique, avec les mêmes pratiques, eh bien en fait on va avoir une augmentation de la température entre 2,6 et 4,8 degrés, et une augmentation du niveau de la mer, par exemple, pour parler d'une des conséquences, entre 55 et jusqu'à 1 mètre. Oui, avec des conséquences dramatiques, effectivement. La Méditerranée est-elle autant concernée qu'un océan comme l'océan Pacifique, par exemple, ou des mers de plus grande ampleur? Oui, c'est une augmentation moyenne sur l'ensemble du globe. Alors on en vient à Martigues. Est-ce que Martigues, par exemple, pour être très précis et très localisé, pourrait être concerné et en danger? À quoi ressemblerait Martigues avec une montée des eaux, mettons, de 50 cm pour la Méditerranée? Alors, nous, on a fait une projection, entre 55 cm et 1 mètre dans l'hypothèse la plus pessimiste, c'est-à-dire à la COP21, par exemple, on ne prend aucune mesure sensible et on continue sur la même logique. 1 mètre, il faut savoir, par exemple, que toute la zone de l'île à Martigues et tous les quais de Jonquière et de Ferrières sont concernés et risquent d'avoir les pieds dans l'eau. Et donc deviendraient inhabitables, bien sûr. Inhabitables, en tout cas avec de grosses difficultés pour y habiter. Et notamment, il ne faut pas compter que sur le niveau moyen de la mer, mais quand vous avez 1 mètre de plus d'augmentation du niveau moyen de la mer, il faut compter aussi qu'avec les tempêtes, c'est-à-dire les vagues qui risquent d'arriver de l'étang, plus le fait qu'une dépression passe sur nous et que ça entraîne une montée des eaux supplémentaires, ça se situera entre 1 mètre et 1,50 m. Et alors là, c'est pas simplement l'île et les quais de Jonquière de Ferrières, mais une partie importante de l'ancienne ville de Martigues, par exemple. Ça, c'est pour donner en fait une idée de ce que pourraient être concrètement les conséquences du réchauffement. Madame Philippier, est-ce que vous sentez, on a parlé d'une prise de conscience, c'est ce que vous sentez, les personnes que vous croisez ou la parole que vous portez toucher des interlocuteurs? Est-ce que vous pensez qu'on est réceptif, nous, la population, hein? Je crois qu'il y a une sensibilisation qui est faite. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que ce matin, j'entendais à la radio, il y avait Nicolas Hulot qui était interrogé et qui disait qu'il n'y avait que 13 ou 20% des jeunes, je ne sais plus très bien, je ne m'en souviens plus vraiment, sensibilisés au changement climatique. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que les jeunes, en principe, sur ces choses-là, me paraissent plus intéressés. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'ils ne sont pas sensibilisés? On parle aux jeunes de nos partenaires du Sud qui sont en difficulté actuellement et donc qui migrent ou qui ne migrent pas, mais qui sont en réelle difficulté. Je pense que ça doit
dire quelque chose aux jeunes. Monsieur Sambucy. Oui, je pense aussi, moi, qu'il faut articuler, en plus de ce message-là, il faut articuler le message sur le changement climatique et les solutions à apporter au fait qu'on ne peut pas le dissocier d'un message social et d'une redistribution des richesses, que ce soit à l'international, c'est-à-dire entre les pays riches et les pays pauvres, et à l'intérieur d'un même pays, entre les habitants riches d'un pays et les habitants pauvres. Ça, c'est très important. C'est un mécanisme qui est à la fois donc économique, climatique, social, politique, environnemental. Oui. Enfin, il y a énormément de... Ouais, c'est un tout finalement. Voilà, c'est un tout, oui. C'est pour ça que c'est aussi difficile de trouver un accord peut-être et d'arriver à un accord jusqu'à présent d'ailleurs, ou des mesures très concrètes et coercitives. Je m'arrête un instant, je l'avais dit en début d'émission, Monsieur Sambucy, sur ce qui s'est passé à Nice et dans les Alpes-Maritimes, Cannes et Mandelieu par exemple, il y a quelques jours. On va laisser de côté une éventuelle polémique qui est née il y a quelques jours. Moi, c'est sur vraiment le phénomène que je souhaitais m'arrêter. Est-ce qu'un réchauffement climatique va induire plus de phénomènes comme celui terrible qu'on a connu, ou alors simplement agir sur l'intensité, la brièveté de ces phénomènes-là? Et ça, c'est aux prévisionnistes que je m'adresse. Alors ça, pour le moment, dans les données observées, les statistiques qu'on a fait sur ce qui s'est passé, pour le moment, il n'y a pas de signal dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a tellement de variabilité d'une année sur l'autre sur le nombre d'événements qu'on n'arrive pas à dégager une tendance à l'accroissement en intensité et en fréquence. Par exemple, on a une assez mauvaise mémoire météo de ça. Par exemple, pratiquement sur la même zone, on s'est rendu compte en regardant dans nos archives qu'en 1966, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un événement pratiquement semblable à celui qui vient de se passer. Par contre, du côté de Fréjus notamment, avec beaucoup de monde du côté de Fréjus. Oui, exactement, pratiquement sur la même zone. Par contre, ce qu'on peut dire pour l'avenir, je vais reprendre l'image qu'a utilisée un de mes collègues, en fait, c'est qu'on se doute qu'en mettant plus d'énergie dans le système, avec une chaleur qui va augmenter, eh bien c'est un peu l'image de la casserole qu'on met sur un feu. Si on continue à la chauffer, le nombre de bulles va augmenter. Donc on pense dans ce sens-là qu'il y a un risque pour que les phénomènes deviennent plus fréquents et plus intenses. Mais pour le moment, dans les moyennes actuelles, on ne peut pas le dire sur les statistiques qu'on a faites. Bon. On espère qu'évidemment les prochaines années n'aggraveront pas le phénomène. La COP21, on va terminer là-dessus, Madame Philippi, parce que c'est le grand événement autour du climat qui est prévu au début décembre à Paris avec énormément de délégations, énormément de pays. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour cette conférence? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'avec Alternatiba, auquel vous avez participé, qui était un mouvement éco-citoyen et environnemental qui a sillonné la France il y a quelques semaines, vous avez rencontré des gens concernés et de l'éco? Oui, alors Alternatiba, il y a eu plusieurs Alternatiba en France. Oui. Voilà, et je pense que là, ça a sensibilisé beaucoup de monde. Nous espérons qu'à Paris, nous monterons nombreux. Oui. Vous y participerez? Oui. Nous y participerons. Enfin, nous, au niveau du CCFD Terre Solidaire, nous y serons à partir du 5 décembre, parce que nos partenaires du Sud y seront aussi. Donc, c'est intéressant. Et je pense que beaucoup d'Alternatiba y monteront aussi. Et je crois que là-dessus, il faut être très ferme. Alors, ce qui va se passer après, au moment de la COP21... je ne sais pas. Vous avez peur de déclarations d'intention pas suivies des faits, peut-être? Pas suivies des faits, voilà. Ou de très peu. Très peu suivies des faits. Monsieur Sambucy? Alors en fait, il faut profiter justement les mouvements comme Alternatiba, qui sont des collectifs de citoyens en fait, qui se mobilisent pour le climat. C'est très important dans cette COP-là parce que par rapport aux COP précédentes, en fait, c'est la première fois qu'on fait rentrer la société, ce qu'on appelle la société civile, dans les négociations. Et donc, c'est très important de diffuser l'information et que les collectifs comme Alternatiba se mobilisent pour faire pression. Quel sera votre poids, justement, vous, la société civile, qui avez d'abord la remontée de terrain, les témoignages, et peut-être un peu coupé ou un peu en dehors des considérations purement politiques, justement? Quel peut être votre poids? Ça peut être par exemple de montrer à travers le mouvement Alternatiba qu'il y a déjà des alternatives qui existent. Oui. Concrètement, c'est quelque chose à construire, mais quelque chose où des solutions sont déjà là. Ça, c'est très important de le montrer lors des négociations pour amener du poids. Je pense qu'il faut qu'on dise nettement que c'est un défi global de toute l'humanité, sinon on n'y arrivera pas. Donc il faut que la société civile sensibilise vraiment en disant ce n'est pas simplement aux multinationales ou simplement, mais à tout le monde, effectivement, économique, politique, religieux, il faut que tout le monde soit concerné. Et ce serait un bel élan d'humanité en fait pour sauver cette planète. Alternatiba, évidemment, vous avez sur les différents sites internet plein de renseignements pour anticiper cette COP21. Dernier mot, monsieur Sambucy. Oui, sur Alternatiba, je voulais dire que c'est collectif
collectifs-là vont agir pour la COP21, mais ne vont pas se limiter à agir sur la COP21. Le mouvement va se perpétuer, et notamment en juin prochain, il y a par exemple sur Martigues un village des alternatives qui va se construire au mois de juin. On n'a pas encore la date précise, ce sera sûrement aux alentours du 18 juin. Et là, les gens vont pouvoir venir dans ce village des alternatives montrer qu'il y a déjà des solutions qui sont en route. Et que tout cela prend plutôt une bonne direction. Il faut que ce soit suivi des faits, et on l'a dit, parce qu'évidemment la COP21 n'est pas une fin en soi, elle serait même un début. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de vos explications, merci de votre témoignage. Bon courage évidemment dans vos, j'allais dire combats, mais ça va être de toute façon un combat, parce qu'il va falloir qu'on s'y mette à peu près tous. Merci à vous qui nous suivez régulièrement, et on se retrouve très vite. Salut.